Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être fidèles au programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité. Pour commencer le programme de ce soir, nous allons évoquer le Mali où le président IBK a lancé une initiative de sortie de crise, initiative lancée sans l'opposition. Nous allons en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le président malien IBK a tendu la main samedi à la société civile, à l'opposition et aux groupes armés pour tenter de dégager des réponses autres que militaires à la crise qui va s'aggravant dans son pays en guerre contre les djihadistes, mais beaucoup refusent de la saisir. Le président IBK a lancé le dialogue national inclusif devant 3000 personnes à Bamako, la capitale du Mali, meurtrie par les violences depuis 2012. Unissons nos mains pour boucher les trous de la jarre percée, a-t-il exhorté sous les applaudissements à l'ouverture de cet événement censé durer une semaine. Mamadou Diouf, déjà, est-ce qu'on ne peut pas peindre, en tout cas cet événement, d'une tache noire quand on a vu qu'il a été boudé par l'opposition? Bien sûr, on peut peindre cet événement avec une tache noire, puisque si on veut régler le problème du Mali aujourd'hui, il est indiscutable qu'il faut le faire avec tous les Maliens. Et l'opposition a boycotté en donnant des arguments, mais ce n'est pas cette opposition représentative au niveau du Parlement seulement qui a boycotté. Il y a une plateforme également qui rassemble des structures de la société civile, des partis politiques aussi, des associations de façon générale, qui ont boycotté en considérant que c'est une sorte de mise en scène qui est tout simplement organisée, mais la solution ne sortira pas de ces rencontres qui ont été organisées par le président de la République pour pouvoir avoir une sortie de crise. Alors, parler de mise en scène, quels sont les arguments pour soutenir cette position de la part de l'opposition? Il donne plusieurs arguments. Le premier argument, il considère que pour que le dialogue soit inclusif, comme le dialogue lui-même l'indique, il fallait impliquer les gens dès le processus de préparation. Quand il fallait définir les TDR et tout, il fallait impliquer les gens, mais pas mettre les gens en face d'une situation qui est là. Vous avez même un du gouvernement qui répond en disant non. Pourtant, le dialogue a été fait dans 605 communes sur les à peu près 700 communes que compte le Mali. Mais même dans ces communes, l'opposition a boycotté ces dialogues. Parce que ça aussi, il est bon de le dire, puisque les gens considèrent qu'on veut tout simplement les emporter dans une chose bien déterminée que les gens cherchent. L'autre élément, les gens veulent un dialogue où il n'y a pas de tabou. C'est la position de Soumaïla Cissé en particulier, qui dit qu'on doit discuter de tout. Alors que le dialogue veut amener les gens vers une feuille de route bien précise. Et par cette feuille de route, le dialogue évite un certain nombre de problèmes. Un des problèmes évités, par exemple, c'est la question Touareg, c'est la question de Kidal. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le CMA est présent, la coordination des mouvements de l'Azawad, parce qu'ils ont dit clairement qu'on ne leur a pas seulement donné une garantie, on leur a même signé une lettre garantissant qu'on ne va pas rediscuter des accords d'Alger, alors que l'opposition posait depuis longtemps le problème de la rediscussion des accords d'Alger. Donc voilà un certain nombre d'arguments que l'opposition donne pour dire que ce n'est pas ce dialogue qui va régler le problème. Venir au dialogue, c'est accompagner le président de la République dans simplement une campagne de communication. Est-ce que ça veut dire que l'opposition malienne dans son ensemble est opposée à l'idée même de dialogue avec le régime IBK? Non, pas du tout. L'opposition malienne demande le dialogue parce que certains même dans l'opposition sont allés jusqu'à demander à ce que le dialogue puisse se faire même avec ceux qui se font prénommer djihadistes. C'était le cas de Tchébile Dramé, bien que depuis qu'il est rentré dans le gouvernement, il en parle moins, mais c'était la personne qui défendait le plus un dialogue avec les terroristes en disant que c'est des Maliens comme nous, on doit pouvoir s'asseoir autour d'une table et essayer de trouver une solution. Donc l'opposition malienne n'a jamais été contre le principe du dialogue en tant que tel, mais c'est la façon dont le dialogue se fait qui leur pose problème. C'est également le fait que, comme on le voit dans beaucoup de pays africains, combien de fois on a dialogué dans nos pays? Qu'est-ce qu'on a fait des conclusions? Les accords d'Alger sont là. Il y a eu discussion, il y a eu accord, mais les accords sont en train de piétiner depuis fort longtemps. Raison pour laquelle, parmi les arguments que donne Soumaïla Cissé, il dit qu'une des conditions pour participer au dialogue, c'est que tout le monde soit d'accord, que les conclusions du dialogue vont être applicables à tout le monde.
C'est-à-dire donner la garantie qu'on ne va pas discuter, aboutir à des résolutions, et on va faire ce qu'on connaît en Afrique, on prend les résolutions, on met dans les tiroirs pendant des années, pour ensuite refaire encore un autre dialogue, ressortir à la limite les mêmes résolutions pour remettre dans les tiroirs. C'est vrai que l'expérience est là dans plusieurs pays, et en tant que fin politique, il n'a pas voulu rentrer dans ce jeu-là. Mais est-ce que dans le Mali d'aujourd'hui, l'heure n'est pas suffisamment grave pour éviter de faire de la politique? Mais l'heure est suffisamment grave pour éviter surtout d'instrumentaliser ce problème qu'il y a au Mali aujourd'hui. Quand je dis instrumentaliser, c'est dans tous les sens. Et actuellement, malheureusement, les gens considèrent que le président de la République est en train de vouloir surfer sur le fait que des militaires maliens ont été des victimes, des militaires nigériens ont été des victimes. Ça a soulevé tout le monde. Tout le monde est fâché contre ces terroristes. Tout le monde veut qu'on trouve maintenant définitivement une solution. Mais ils considèrent qu'il y a de l'instrumentalisation. Au niveau de l'opposition également, aujourd'hui, c'est le point par lequel on peut le plus critiquer l'État malien, qui n'est pas capable d'assurer la sécurité des Maliens. Alors que tout le monde le sait, dans un État, le contrat social, il commence par la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, ce n'est même pas la peine d'aller parler d'autre chose. Et quand ils attrapent par ce bout, ils mettent à mal le président de la République. Et malheureusement, l'événement qu'on instrumentalise pour régler des problèmes de politique politicienne est un événement, à mon avis, suffisamment dangereux pour qu'il y ait un sursaut sur le plan national et que les gens acceptent que devant une telle situation, quelle que soit la personne qui sera le président de la République, le Mali n'ira nulle part. Donc il y a lieu de résoudre ce problème avant de vouloir chercher à qui va prendre le fauteuil, qui va rester ou qui ne va pas rester au niveau du fauteuil, parce que tant qu'il y a ce problème au Mali, ce n'est pas le changement d'un président de la République qui va être la solution. Ibeka est venu, est-ce qu'il a pu régler ce problème? Il ne l'a pas réglé. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Ibeka à l'heure actuelle, c'est de refuser le dialogue. Non, il a accepté le dialogue. Ça, depuis fort longtemps, il est ouvert à ce dialogue, mais vous connaissez l'attitude des politiciens, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Quand les gens appellent à un dialogue, ils ont un agenda. J'allais dire un agenda secret. Il y a un agenda qu'on présente devant les gens, mais il y a un autre agenda qui est là, où souvent, même les résolutions sont à la limite déjà préparées. On fait tout simplement la mise en scène et après, les conclusions avaient déjà été préparées dans un laboratoire bien déterminé. La foule vient tout simplement pour acquiescer. Et même le format qu'ils ont utilisé, est-ce qu'avec la façon dont le problème malien est sérieux, 3000 personnes qui discutent peuvent résoudre ce problème en une semaine? Je n'y crois pas. Pour moi, même dans la forme, il y a problème. On aurait pu consulter les Maliens, recueillir les avis des Maliens, donner à des gens le temps de s'asseoir autour de la question pour répondre aux questions que le président de la République a posées à la cérémonie d'ouverture, qui pour moi sont les questions fondamentales. Et il a dit, première question, quel est le mal du Mali? Si on répond à cette question, ils vont avancer. Deuxième question, il dit d'où vient ce mal. Troisième question, il dit comment trouver une solution à ce mal. Mais pour moi, voilà des TDR. Si on l'avait donné à des gens qui viennent consulter les Maliens et qui se retrouvent après pour préparer une sorte de mémorandum pour dire voilà ce que les Maliens veulent, c'est par ça qu'il fallait commencer avant de venir dans un débat où on va avaliser ce qui est dans le mémorandum et le Mali va pouvoir s'en sortir. Mais ici, on voit qu'une bonne partie des Maliens ne se retrouvent pas dans ce qui est organisé comme débat en considérant que ce sera plus une messe politique qu'autre chose. Alors finalement, avec qui dialogue-t-on? Ici, il dialogue avec les Touaregs à la limite. Parce qu'il y a une partie de l'opposition malienne quand même qui est là-bas. Il y a une partie de la société civile, mais la frange la plus représentative n'est pas venue. Autre élément, s'il faut régler le problème du Mali, pourquoi ne pas dialoguer également avec ceux-là qui se disent des djihadistes? Parce qu'aujourd'hui, c'est eux le problème. Ou bien c'est eux le problème le plus important. Parce que le problème de l'Azawad n'est pas encore réglé. Kidal est encore une ville d'exception à l'intérieur du Mali. Et ça fait partie de ce qui révolte les Maliens, puisque quand les Maliens parlent de Kidal, ils posent deux problèmes en même temps. Le premier problème, comment des Maliens veulent refuser le gouvernement central et créer un espace où le gouvernement central n'agit pas. Le deuxième problème,
c'est la France qui avait interdit à l'armée malienne d'accéder à Kidal. Et même dans cette mauvaise communication, cette mauvaise presse que la France a au Mali, cette affaire de Kidal joue un rôle extrêmement important. Ce qui fait que dans le dialogue, les gens se disent, mais vous avez des gens qui viennent répondre au dialogue, qui eux-mêmes font partie du problème, et eux, ils refusent qu'on pose le problème de Kidal, qu'on pose le problème de l'Azawad pendant ce dialogue. Et c'est ça qu'ils avaient posé comme condition, au point d'exiger qu'on leur écrive une note et qu'on la signe, pour montrer qu'on ne rediscutera pas de la question des accords d'Alger. Vous voyez bien qu'il y a un problème qui est là. Les acteurs de ce problème sont là. On ne parle pas de ce problème. On va parler d'un autre problème dont les acteurs ne sont pas sur la table de négociation en quelque sorte. Vous voyez bien qu'on n'est pas encore sorti de la crise. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est quand même de ramener la paix au Mali. Oui, l'urgence, c'est vraiment de ramener la paix au Mali. L'urgence, c'est de régler également les questions humanitaires. L'urgence, c'est de régler les questions économiques parce que le Mali est en train d'être asphyxié sur le plan économique aujourd'hui à cause de cette situation de guerre dans certains endroits ou bien de ni guerre ni paix dans d'autres endroits qui fait que personne ne veut se mettre à entreprendre. Il faut régler également la question de l'État malien parce que dans ces parties nord, à la limite, il n'y a pas d'État malien. Et ça fait partie des revendications des populations. Ces populations de ces zones, parfois réfugiées à Bamako, ont plusieurs fois marché pour réclamer le retour de l'État dans ces zones parce qu'ils sont sous un pouvoir qui n'a pas été élu, qui n'a aucune représentativité, qui n'a aucune légitimité, qui n'a aucune légalité. Mais toutes ces questions doivent être réglées et ce n'est, comme ils le disent, il ne s'agit pas de trouver une solution à la question sécuritaire seulement, il faut trouver une solution également à toutes ces questions pour qu'effectivement on retrouve la paix au Mali. Alors, finalement, quels sont les sujets dont on discute dans ce dialogue? En fait, ici, c'est un peu une sorte de consensus qu'on veut avoir contre en particulier les djihadistes pour pouvoir dire on va créer un sursaut national mais qui ne pourra pas être national puisque une partie de la population malienne, l'opposition, la société civile ont déjà refusé de participer à ce jeu-là. De sorte qu'on ne discute pas de tout le problème malien comme on l'annonce. Et c'est une des raisons que donne Soumaïla Cissé en disant qu'il veut une discussion où il n'y aura pas de sujet tabou. Alors que malheureusement, il y a des sujets tabous par rapport à ça. Ce n'est pas seulement la question du MNLA, mais c'est également la question de la corruption, parce que les gens posent ce problème. C'est la question de la présence des forces étrangères au niveau du Mali. Pourquoi il y a autant de forces et on ne trouve pas de solution? C'est la question de la corruption, puisque les gens disent qu'une partie de ce qui devait être utilisé comme matériel pour pouvoir, sur le plan militaire, combattre ces gens a été victime également de la corruption. Tout n'a pas été fait comme ce qui avait été dit. Ça rappelle cette question de cet hélicoptère acheté et qui ne parvient pas à voler, etc. Il y a des questions dont on ne veut pas discuter. Alors que quand on va dans ce sens, en disant on fait un dialogue, on veut discuter. Si on dit voilà ce dont on parle, voilà ce dont on ne va pas parler, si on veut avoir un consensus, il est clair qu'il n'y aura pas de consensus parce que les gens ont déjà des avis partagés. Entre les personnalités aperçues à l'ouverture de ce dialogue, il y a l'imam Mahmoud Dicko. Est-ce que l'imam Dicko reste cette personnalité religieuse influente aujourd'hui encore ou bien il est clairement dans une posture politique? Il est encore cette personnalité religieuse influente qui se positionne pour le moment comme société civile, qui ne s'est pas encore positionnée sur le plan politique en termes d'un parti en tant que tel, bien que certains de ses partisans lui demandent de créer un parti, d'être candidat aux prochaines élections. Lui, il reste encore dans la posture de la société civile et c'est dans cette posture qu'il est d'ailleurs au niveau de ces rencontres de Bamako. Mais c'est un personnage intéressant qui peut permettre d'ouvrir la possibilité à cette discussion avec ces djihadistes du Nord parce qu'il l'a déjà fait. L'État malien l'avait sollicité à l'époque, il dirigeait le Haut Conseil islamique et il y avait des militaires qui avaient été faits prisonniers. C'est lui qui avait fait la médiation et il avait réussi à faire libérer ces prisonniers. Donc, voilà également une porte qui est là à travers une personne qui a dirigé le Haut Conseil islamique qui pourrait permettre de faire en sorte que dans la véritable négociation où on mettra tous les Maliens ensemble, peut-être que par lui, au moins
certains parmi ceux qui se disent djihadistes accepteraient de venir s'asseoir autour de la table comme le CMA l'a fait au moment de ces négociations. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer maintenant la pause. Elle est assez courte et après on va recevoir l'invité de ce soir.